Le réseau Century organisé à Saint-Paul-de-Léon, on a très peu d'éléments. J'ai réussi à me rapprocher de la plupart des familles depuis 20 ans. Donc on a eu des éléments partiels sur l'activité, notamment Milo Stéphane, que vous connaissez peut-être à Saint-Paul-de-Léon, qui m'avait donné des documents de son père, des fausses cartes d'identité. C'était un réseau qui était chargé de faire du renseignement, donc ce n'était pas un réseau de sabotage, c'était un réseau qui donnait beaucoup d'éléments qui ont servi notamment après pour les Alliés quand ils ont débarqué. La situation précise des troupes et le fait qu'ils soient notamment beaucoup été commerçants ou artisans, ils pouvaient recevoir sans aucune difficulté les personnes, les clients chez eux sans éveiller les soupçons. De même, les médecins, quand ils se déplaçaient, ils avaient un Ausweis, un papier pour circuler dans la ville le soir, ils pouvaient le faire d'une manière assez facile. Alors le réseau Century, si on part du principe que c'est l'OCM, l'Organisation civile et militaire de la résistance, qui était le réseau majoritaire Saint-Paul-de-Léon, c'est un réseau assez traditionnel sur le plan politique. Même si, et c'est assez surprenant, parmi les membres du réseau, il y avait des gens de toute tendance en fait. On avait des gens laïcs, on avait un prêtre, on avait des gens, un médecin qui était militant du parti nationaliste breton. Donc c'était des gens très différents, des milieux bretonnants, des gens qui à mon avis étaient regroupés dans ce réseau parce qu'ils en avaient surtout un ras-le-bol de l'occupation. Alors peut-être plus, on ne fait pas parler les morts évidemment, mais je pense que c'était ça qui les motivait, une envie de se débarrasser de l'occupant et surtout de préparer l'après-guerre. Et c'est pas pour rien non plus que ce sont, j'ouvre des guillemets, des notables un peu du centre-ville. Je pense qu'il y avait aussi une envie de préparer le Saint-Paul-de-Léon d'après-guerre. Donc voilà, ce réseau est arrêté à Saint-Paul-de-Léon suite à une dénonciation. J'ai retrouvé dans des archives belges des documents très troublants d'une femme qui s'appelait Marie-Thérèse Honorez, qui était membre de la Gestapo, une jeune femme d'une vingtaine d'années, que le hasard de la guerre a amenée à Rennes. Elle est devenue, elle s'est mise au service de l'occupant totalement par hasard. Elle est devenue la maîtresse d'un officier de la Gestapo de Rennes et là, elle s'est déchaînée pour chasser les résistants. Et malgré son jeune âge, elle était vraiment particulièrement odieuse, on peut le dire. Et donc cette traque des résistants s'est produite suite à une dénonciation, comme je vous le disais. On ne sait pas trop, moi j'ai eu des noms qui ont circulé, peu importe à la limite. Il y a eu sûrement des règlements de compte politiques après la guerre. En tout cas, quelqu'un a dénoncé et la preuve que c'est quelqu'un extérieur à Saint-Paul-de-Léon, c'est qu'il a confondu en donnant le nom de la personne qu'il fallait arrêter en premier, qui était le chef de la résistance à Saint-Paul-de-Léon, M. Trividic. Et je pense que cette personne extérieure à la ville a dit « arrêtez dans la Grand-Rue le pharmacien de la Grand-Rue ». Et malheureusement ou heureusement, il y avait deux pharmaciens dans la Grand-Rue et les deux ont été arrêtés. Un a été libéré très vite. Malheureusement pour Joseph Trividic, lui il est resté, il a été torturé de manière assez monstrueuse. Et par la suite, les autres membres du réseau ont été arrêtés, 15 le 27 juin et deux autres le 29 juin 1944. Ça s'est produit le soir. En ville, et ils ont été regroupés ici. Vous voyez le Crédit Agricole actuellement, c'était le Soldatenheim qu'on appelait ça, c'était le foyer du soldat. Et ils ont tous été regroupés ici. Et ils sont allés ensuite à Morlaix, où là ils ont été divisés en deux groupes. Un est allé à la Feldgendarmerie qui était en bas sur les quais de Morlaix. Et un autre groupe est arrivé à la prison de Créache-Joly, qui est maintenant, des maisons, ce sont des appartements maintenant, qui était une prison à l'époque. Et j'avais rencontré un monsieur qui est décédé il y a très peu de temps, centenaire, et qui avait été arrêté en même temps qu'eux, enfin à Morlaix, et qui avait été incarcéré en même temps qu'eux, et qui parlait justement de l'ambiance épouvantable qui régnait à Créache-Joly. Et récemment, juste avant de faire ce livre, je m'étais rapproché de la famille Trividic, et il m'avait confié, d'ailleurs je l'ai publié, un papier du pharmacien Trividic qui écrivait à sa femme en lui disant « On était à Morlaix, là on va à Brest, et on ne sait pas pourquoi ». Et en fait, c'est une lecture tragique en fait, de ces événements, parce que je pense que ce réseau arrêté en nombre ne méritait pas la mort pour les actions qu'ils avaient faites, sûrement la prison au vu de l'occupant. Et on était en fin de guerre et je pense qu'ils ont voulu s'en débarrasser. Et j'ai même eu des documents qui sont assez épouvantables parce qu'il y aurait peut-être même eu des négligences administratives.
Rennes ne sachant pas quoi faire, des ordres contraires auraient été donnés et je pense que l'ordre a été donné de les exécuter le 6 juillet 1944. Et Madame de Guébriant, qui était donc la veuve, qui sera, enfin à l'époque elle n'était pas la veuve du maire, qui était l'épouse du maire de Saint-Paul-de-Léon, en tant que membre de la Croix-Rouge, avait pu leur rendre visite à la prison de Pontagnoux, du moins certains. Elle avait constaté que certains avaient été vraiment très amochés pendant les interrogatoires et elle a réussi à récupérer des cartes postales qui étaient soi-disant destinées aux familles. Et le gardien de la prison ne sait pas trop ce qu'il allait en faire. En partant, elle les a prises et elle a distribué aux membres des familles. J'en ai retrouvé 4. 4 ou 5 je crois, et d'autres ont disparu. Elles n'ont pas beaucoup d'éléments, c'est un peu pour rassurer les proches ou alors pour donner quelques petits conseils par rapport à des choses qu'il faudrait faire pour intervenir, pour adoucir un peu leur séjour. Donc ce réseau arrêté donc fin juin 1944 passe une semaine à Pontagnoux dans des conditions assez particulières, beaucoup de poux à Pontagnoux. Il y a un récit, un cross sous la mitraille qui en parle d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui a passé quelque temps juste après eux, je crois, oui, et qui a fait un livre sur les conditions de détention. Et donc ils sortent de Pontagnoux à 18 h le soir. Et ils arrivent au plateau du Bougain, le champ de tir du Bougain, et là ils sont fusillés. Si vous avez vu le film L'Armée des Ombres, le passage où Lino Ventura est fusillé, je pense que c'est exactement ce qui a dû se passer pour eux. Un champ de tir, une exécution, et les nazis les ont enterrés directement sur place et ont recouvert de terre. Et en 1962, au hasard de construction de bâtiments, on a découvert un charnier. Et beaucoup de gens ont disparu, il y a encore au moins une trentaine de résistants qui ont disparu. Et on a retrouvé des lambeaux de soutane et le bréviaire d'un prêtre. Et tout de suite on a fait le lien avec l'abbé Tanguy. On a fait aussi le lien avec l'abbé Kerbrat. Georges Kerbrat, qui a été maire de Brest, que j'avais rencontré, était conseiller municipal à Brest à l'époque et avait pensé que c'était son oncle qu'on avait retrouvé, vu qu'on lui a dit qu'il y avait un bréviaire. Et malheureusement pour lui, et heureusement pour les familles saint-paulitaines, les restes des corps étaient ceux des Saint-Paulitains, avec 2 ou 3 autres membres d'un réseau brestois. Et tous ont été inhumés. Ceux qui étaient à Saint-Paul en 1962 ont dû assister à cette cérémonie. Ça a été grandiose, quoi. Des milliers de personnes, on n'a jamais connu ça à Saint-Paul-de-Léon. Et ils ont été inhumés au cimetière de la ville. Et par le fruit d'un hasard, l'une des veuves de résistants a appris, le jour où on lui a appris qu'on avait retrouvé le corps de son époux, c'était le jour du mariage de leur fille. Bon, le jour du mariage, c'est Madame Mériadec a appris donc qu'on avait retrouvé le corps de son mari et du père de la mariée. Vous imaginez un peu l'ambiance ce jour-là, les sentiments mêlés. Donc voilà, ce réseau disparaît et ce qui est épouvantable, c'est que pour les familles des victimes, ils pensaient qu'ils étaient déportés. Personne ne leur a donné des réponses précises, même si certains, dont notamment Madame Mériadec, qui après-guerre a fait beaucoup de recherches, étaient persuadés pour avoir rencontré des soldats allemands qu'ils avaient été fusillés. Certains le leur avaient dit, mais évidemment beaucoup ne l'avouaient pas, parce qu'avouer qu'ils avaient été fusillés, c'était en cas de procès, signer son arrêt de mort à soi. Donc on préférait dire qu'ils avaient disparu. Et là, les familles des victimes se sont vraiment démenées pour essayer de les retrouver. Le procès en Belgique de cette fameuse Marie-Thérèse Honorez, qui était agent de la Gestapo, s'est déroulé en 1946-1947. Certains membres des familles y ont assisté. Cette femme a été condamnée à mort. Et moi j'ai fait des recherches donc, en 2010 à Bruxelles et il y a un dossier qui est interdit d'accès et de consultation. Et j'ai sympathisé avec la personne qui s'en occupait et j'ai dit légalement, moi j'ai pas le droit d'accéder, mais vous pouvez y accéder. Et elle m'a dit qu'effectivement cette personne avait été du coup graciée en 1954 par le roi des Belges et née en 1923, elle aurait 91 ans aujourd'hui et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. J'ai écrit à la mairie de naissance de cette personne pour savoir si elle était décédée. On ne m'a pas répondu, on m'a juste renvoyé ma lettre avec un code postal d'une autre ville belge qui ne m'a pas répondu non plus. Donc on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et cette femme-là a sûrement des clés par rapport à beaucoup de questions qu'on se pose, notamment sur la détention des résistants, et notamment sur la mort d'un d'entre eux, une mort supposée parce qu'il n'a pas quitté Morlaix, et il serait peut-être mort sous les mauvais traitements à Morlaix. Mais on n'en sait rien. Bon, voilà. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Il faut être vraiment très humble quand on parle de cette époque, parce que les protagonistes ont disparu. Maintenant, ça fait 70 ans, les archives sont peu nombreuses, donc il faut vraiment ne pas faire parler les morts et essayer d'échafauder des hypothèses en essayant d'être vraiment le plus humble possible par rapport à ça.
Donc ce réseau disparaît fin juillet, 6 juillet 1944. Les familles attendent pendant très longtemps le retour. Dans une des familles, on met toujours une assiette au père qui a disparu. Et ça a duré pendant presque 18 ans. Au cas où il reviendrait. Certaines familles, pourtant très pieuses, hein, très catholiques, ont fait des séances de spiritisme pour essayer de les retrouver. Il y a des gens qui se sont fait de l'argent sur cette histoire-là, qui ont dit si, il est l'un de vos proches est en Russie dans un camp, les Américains, les Russes ont libéré les camps et les ont mis dans un autre camp. Je sais qu'à l'époque, Antoine Pinet était intervenu auprès de l'ambassade de Russie, du RSS, pour savoir s'il y avait du enfin bon. Il y a des gens c'était vraiment douloureux et chaque fois que j'entends des disparitions tragiques, actuellement encore des gens qui attendent pendant 7, 8 ans, 10 ans le retour d'un enfant ou une personne qui a été raptée, je me dis mais là c'était vraiment la même horreur quoi, pour les gens de ne pas savoir ce qui s'était passé. Donc voilà, moi j'ai essayé toujours de regrouper cette histoire parce qu'on parle beaucoup du 4 août à Saint-Paul-de-Léon et effectivement tous les habitants ont une vision du 4 août alors que la rafle du réseau de résistance, personne n'en a beaucoup, enfin on les a vus, certains les ont vus se faire arrêter, mais après ils ont disparu de la vue des Saint-Paulitains, donc du coup c'est une histoire qui était restée un petit peu en déséquilibre sur le plateau des événements et c'est pour ça que quand on a créé en 1994 l'association Été 44, c'était la volonté de mettre ça dans un même été, en fin de compte de la libération, du débarquement le 6 juin jusqu'à la libération ratée de Saint-Paul-de-Léon. Donc, pour faire court, parce qu'il y aurait des milliers d'histoires à raconter évidemment sur le 4 août, je n'ai raconté certaines, mais il y a vraiment d'autres choses qui m'ont été confiées par des témoins dont on parlera peut-être tout à l'heure en cours de route. Pour faire court, le 4 août à Saint-Paul-de-Léon, il fait très beau. Et ça c'est très important, un soleil magnifique. Donc tout le monde est dehors, des rumeurs contraires, des gens disent que les Américains sont à Morlaix, donc Morlaix c'est à 2 pas d'ici. Que les résistants arrêtés fin juin arrivent, avec en tête l'abbé Tanguy, soi-disant avec un drapeau français. Il arrive à pied de la Madeleine. Donc vous imaginez les veuves de ces résistants ou leurs familles proches qui vont sur la route pour constater qu'il n'en est rien. Tout ça fait en sorte d'alimenter un climat qui va échapper, mais complètement, à la population elle-même. Alors il faut s'imaginer Saint-Paul un peu différente en 1944, notamment, moi je ne les ai pas connues, je suis né après, les fameuses halles. Il y avait des grandes halles qui étaient ici et donc qui donnaient une autre perspective que maintenant. Et ça c'est important surtout par rapport à ce que je vais dire tout à l'heure, à l'arrivée des soldats. Il y a des gens qui ont eu la vie sauve justement grâce à ces halles et d'autres non. Bon. Donc imaginez cette population saint-paulitaine le matin, ça commençait à partir de 7 h du matin. Alors les horaires, je ne vais pas entrer dans cette querelle d'horaires parce qu'il y avait une heure française et une heure allemande. Donc il peut y avoir un sacré décalage entre l'impression que l'on a d'un moment et quand un drame se produit, on n'est pas en train de regarder sa montre. Il y a des indications qu'il s'arrête ou qu'une montre est cassée quand quelqu'un décède. Là, effectivement, là, on peut avoir une indication précise. Mais donc, on dit vraiment à peu près. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés pour trouver cette trame. J'arrive à peu près à quelque chose de cohérent. Et les échanges que j'ai eus avec les anciens de la commune à l'époque me confortent là-dedans. Donc, il faut imaginer ici, donc, le matin du 4 août, la population est entièrement ici. Et en plus, on a vu les Allemands partir, ce qui est vrai. Donc les Allemands partent, ça veut dire que les Américains sont là. Ce qui n'est pas le cas du tout. Et certains, notamment des jeunes, conduits par un certain qui s'appelle Fradet, dont on a perdu la trace évidemment juste après les événements, commencent à prendre des armes et s'autoproclament résistants vraiment de la dernière heure, même de la dernière minute, et vont commencer à arrêter les Allemands, notamment au Gourvaux. C'est un manoir à Saint-Paul-de-Léon où il y avait des Allemands assez âgés qui n'attendaient qu'une chose, c'était de rentrer chez eux. On les fait défiler en ville, on leur met des pots de chambre sur la tête, on les insulte. Bon, c'est 4 ans d'occupation, moi je ne juge pas, hein, je décris simplement. Et on ne sait pas trop quoi en faire. Certaines personnes, dont le maire, dont Augustin Laurent qui est chef de la défense passive et encore quelques autres, Monsieur Rigolo, pas beaucoup en fait des gens qui avaient vraiment conscience, surtout ceux qui ont été anciens militaires, ils se disent oh là là, ici on va avoir des morts, il faut vraiment qu'on reprenne la situation en main. Augustin Laurent fait chanter la Marseillaise aux gens, d'autres essaient de leur dire de se calmer, ça marche peu, ça marche peu. En plus on est à la Libération, la famille de Guébriand
est influente. C'est le monsieur Hervé de Guébriant, le père d'Alain, est délégué à la corporation paysanne de Vichy. Donc c'est un proche du maréchal Pétain. On est à la libération approche. Il sait qu'il aura sûrement des problèmes à la libération, ce qui d'ailleurs est arrivé. Donc du coup, beaucoup de choses se mêlent. La veille au soir, Augustin Laurent, qui est malheureusement décédé depuis longtemps maintenant, m'avait dit qu'il avait fait un papier au maire. Il avait dit demain, je sens que ça va chauffer à Saint-Paul-de-Léon. Il faut absolument mettre un couvre-feu pour demain. Le maire lui répond oui, tu as raison, mais que va penser la population? Et c'est vrai, si on pense que la population, on l'empêche de se réjouir, ça veut donc dire qu'on est contre des événements qui arrivent. Donc voilà, donc il a préféré laisser, ce que je comprends tout à fait, une certaine joie dans la ville. Mais lui, pendant tout, Alain de Guébriant, qui a eu un comportement admirable pendant tous ces événements, et certains autres aussi, lui pressentait ce qui allait arriver et savait même qu'il allait mourir, j'en suis persuadé. Sa veuve m'avait confié que quand il y a eu 4 ou 5 maires dans le Finistère qui ont été fusillés par les Allemands, quand il avait appris qu'un maire du sud Finistère avait été fusillé, il avait dit je crois que je saurais le faire aussi. Donc mourir comme ça pour sa ville, et il l'a fait d'une manière mais qui est complètement admirable. Donc voilà, rassemblement ici. Et arrestation des Allemands. Et là, quelques-uns, notamment un qui s'appelle Pierre Béchu, qui a un accordéon. Ça va le desservir parce qu'il va être reconnu à cause de ça quelques temps après. Et des jeunes qui ont 18, 20, 22 ans, arrêtent les Allemands et les mettent ici. Alors, il faut s'imaginer qu'il y a un local là, c'était le poste de police. C'était la prison locale. Ils les rassemblent ici. Ils les gardent, et là il y a des scènes un peu surréalistes parce qu'il y a même un soldat allemand qui apprend, je crois, à Jacques Guilcher comment est-ce qu'on met les balles dans un pistolet. Enfin bon, eux ils se disent on est là, ils ne veulent pas se rendre à la résistance, ils voulaient se rendre à l'armée régulière américaine pour être certains de ne pas être maltraités. Donc échauffouré, et là ça commence à partir, ça commence à monter, les scènes d'humiliation sont de plus en plus fortes. Et ce qui se passe, pour faire court, vers 15 h, les Allemands qu'on croyait avoir disparu de la ville, les Allemands reviennent. Un premier détachement revient. Alors on est ici, il revient par là. Et certains sont regroupés ici, dont notamment M. Bozelec et une sœur du dispensaire. Les Allemands mis au courant, alors je ne sais pas trop d'ailleurs comment ils ont été mis au courant, arrivent et commencent à tirer sur tout le monde. M. Bozelec a des balles dans la jambe, il sera amputé. Il y a une sœur qui a une balle dans le bras, je crois, ou dans l'œil. Je l'ai vu. Vous étiez ici? J'étais dans une des maisons. Ah ouais. Je squattais une maison. Alors, j'ai vu les premiers Allemands et Russes arriver là. Vous imaginez l'ambiance quand ça arrive, qu'on entend tirer. Le maire à ce moment-là est à la mairie parce qu'il va avoir une vue croisée des événements. Il y a des gens qui étaient à la mairie, d'autres qui étaient dans d'autres endroits. Chacun ne sait pas ce qui se passe. On entend des tirs. Le maire fait un rapport au sous-préfet. Il dit il y a des événements qui se produisent dans ma ville. Je ne peux pas me prononcer actuellement sur comment est-ce que ça va évoluer. Le rapport est inachevé. Et les Allemands arrivent, tirent sur eux, sur des gens, en arrêtent d'autres au hasard, arrivent à la mairie en quelque sorte et décident en cours d'après-midi d'arrêter tout le monde à la mairie. Ils arrêtent tout le monde, ils montent au premier étage où était le logement de service de M. Tréguier qui était secrétaire de mairie. Ils arrêtent le fils de M. Tréguier qui a 15 ans, qui s'appelle Jean. Ils arrêtent des personnes, certaines arrivent à s'enfuir. Alors là c'est miraculeux aussi pour certaines. Les dernières dans la file, une porte arrive, on sort. La connaissance un peu du réseau urbain de Saint-Paul-de-Léon a sauvé beaucoup de monde. C'est une ville de murs, Saint-Paul-de-Léon. Les Allemands ne connaissaient pas forcément comment ça se passait. Beaucoup se sont échappés, se sentaient à l'abri dans certains endroits. Alors après, c'est le hasard qui fait les choses. Et pour le malheur de Saint-Paul-de-Léon et du maire, il trouve une mitrailleuse dans la mairie. Et le maire, quelques mois avant, l'avait trouvé quelque part, quelqu'un le lui a apporté. Bon, il avait dit, oh là, ça il ne vaut mieux pas qu'on le voit. Ça a dû être caché dans un endroit mal caché. Et là, les Allemands ont eu la certitude que le maire lui-même était un terroriste. Donc du coup, arrestation du maire, ils font défiler tout le monde, ils regroupent comme ils peuvent des gens qui reviennent de la plage, monsieur et madame Combotte par exemple qui reviennent de la plage, ils ont encore je crois leur poisson avec eux, des gens sont arrêtés, ils prouvent qu'ils sont de Roscoff, on les libère. Un marginal arrive ici, Augustin Chatan, ivre-mort, il arrive, il insulte les Allemands, il leur dit vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, on leur envoie un coup de pied dans le derrière et il rentre chez lui. Invraisemblable quoi, donc c'est une confusion totale. L'un des témoins dit aussi que c'était des Russes blancs qui étaient là. Ivre-mort, avec de l'alcool à 90.
un ciel superbe ce jour-là, un soleil qui tapait, l'alcool à 90, en plus barrière de la langue parce qu'il n'arrivait pas à se faire comprendre par les gens. Le maire ne parlait allemand je crois, mais s'est fait assister aussi d'un homme qui s'appelle Seig Fischot, qui va être tué le soir même et qui a proposé ses services au maire. Et Seig Fischot c'est un homme admirable parce qu'il aurait dû, il était prisonnier de guerre et il a été libéré par ordre du Führer lui-même parce qu'il avait sauvé des Allemands de la noyade. Donc il revient en France, il aurait pu passer une occupation paisible, et bien il dit au maire je reste là. Le maire avait renvoyé d'ailleurs ceux qui étaient pères de famille et dit restez avec moi les jeunes. Il a demandé à certains, parce qu'il savait ce qui allait se passer et il voulait qu'il y ait le moins de personnes, de pères de famille qui soient tués. Donc pour faire court, on arrête le maire. Déjà, il y a eu des morts, je ne vous ai pas dit, mais il y a eu d'autres morts à Saint-Paul-de-Léon, à la Madeleine le matin, des hasards, des choses mal faites, des excitations un peu exagérées. Bon, plusieurs personnes sont mortes. Sur la route de Roscoff, Benjamin Danielou est tué, alors qu'il passe, il regarde le convoi qui passe, il se ramasse une balle dans la tête. Bon voilà, c'est invraisemblable, c'est une situation vraiment invraisemblable. Donc, imaginons-nous ici en milieu d'après-midi, vers la fin d'après-midi. Les Allemands donc, ne savent pas quoi faire. Je pense qu'ils n'ont pas d'ordre de Morlaix qui dirige Saint-Paul-de-Léon. Et il y a un détachement qui vient de la Madeleine, de Morlaix, et qui arrive ici, qui rejoint l'autre détachement qui était déjà présent et qui venait de la rue du Pont-Neuf. Donc ils se retrouvent et la bande mitrailleuse donc, va faire en sorte, comme je disais, de décider de la mort du maire. On va s'approcher un tout petit peu par ici, si vous voulez bien, pour aller voir l'autre côté. Donc beaucoup de gens sont aux fenêtres aussi, ceux qui peuvent, mais les Allemands tirent sur tout ce qui bouge. Hein. Il y a encore des traces de balles, notamment à la maison Prébandal au 2e étage. À Roscoff, sur la route de Roscoff aussi, ils tiraient partout. Donc les gens ont essayé vraiment de se calfeutrer. Donc vous imaginez aussi l'ambiance à l'intérieur des maisons. Les gens, comme c'est en milieu d'après-midi, presque tout le monde a un proche qui n'est pas rentré à la maison. Il n'y a pas de téléphone à l'époque. Donc on se dit pourvu qu'ils se soient abrités quelque part, et des gens qui ferment à clé leur maison. 2 qui vont mourir le soir arrivent, ont beau frapper à la porte, la maman n'ouvre pas et ils se font rafler. Vous imaginez vivre avec ça après? Bon, alors les Allemands, on va aller au point avant, on ne pouvait pas le faire, mais la place est un peu différente maintenant. Les Allemands qui arrivent de Morlaix ont avec eux un petit canon. Et l'envie est de détruire Saint-Paul. Et je pense qu'ils auraient eu les moyens de le faire. Ils ont voulu, quand ils ont découvert la bande mitrailleuse, détruire notamment la mairie. Et ça n'aura pas été très compliqué. Ils se sont placés ici, vous allez voir. Le canon est arrivé ici. Premier obus va traverser toute la Grande Rue et va arriver dans la boucherie Castel à l'époque. De la viande partout. J'ai publié une photo qui a été prise par un studio de Périgueux à Saint-Paul-et-Léon qui est vraiment très nette. On voit l'impact. Le canon se retourne, il vise en face. Poum. Là, la vue est donc bouchée par les fameuses halles de l'époque. Et il tire dans une des maisons qui est là-bas. Je crois que c'est la pizzeria. À l'intérieur, il y a Alexis Urien et une domestique, Mademoiselle Jegwick à l'époque, que j'ai rencontrée, qui m'a montré d'ailleurs, elle a eu un impact dans le bras énorme comme ça. Donc les gens se disent, vous imaginez le fracas, parce qu'évidemment il n'y a pas de voiture qui passe, il n'y a rien. Les gens dans les maisons se disent, mais on détruit Saint-Paul, quoi. Et c'est ce qui aurait pu se faire. Ça se calme, pour une raison que j'ignore. Et là, donc du coup, les gens qui ont été regroupés, les otages qui ont été regroupés, il y en a 15 en tout, arrivent et marchent avec le maire, avec eux, jusqu'à cette rue-là. Évidemment, à mon avis, rien n'a été prémédité. Les Allemands eux-mêmes étaient affolés. Les rapports de ceux qui ont pu assister, et notamment un Jacques Guilcher qui s'en est sorti, parlait de l'impression de terreur qu'il avait. Et Augustin Laurent m'avait dit d'ailleurs, il ne faut jamais énerver une armée qui décroche. Et les Allemands savaient qu'ils étaient une armée qui décroche. Et d'ailleurs, avant de les tuer, il y a un qui leur a dit oui, vos amis seront là dans 2 jours, mais vous serez morts, vous ne les verrez pas. Et donc il y a une vengeance. Alors je pense aussi, on en fera une relecture un peu tout à l'heure peut-être, que les Saint-Paulitains ont culpabilisé aussi pendant des années, parce qu'ils se sont dit effectivement on aurait été plus zen, plus calme le matin, on n'aurait pas eu tout ça. À Roscoff, il y a eu moins de problèmes, il n'y a pas eu de problème à Roscoff. Il faut dire aussi que la colonne est passée, a vu des drapeaux, a demandé de les enlever, on les a enlevés et il n'y a pas eu de problème. Mais il y aurait pu y avoir aussi des problèmes.
Je vous propose d'aller dans la rue qui est... Donc ici c'est la place Alain-Guy-Briand pour ceux qui ne sont pas de Saint-Paul-de-Léon, donc le maire de l'époque qui a été tué le 4 août. On va passer par cette rue qui s'appelle rue du 4 août, qui aurait d'ailleurs même pu s'appeler rue des otages. Pour moi, elle aurait dû s'appeler la rue des otages parce que c'est là que tous les otages ont été allongés. À un moment pendant la marche, il y a un des personnes qui se dit mais où est-ce qu'on va? Évidemment, on est regroupés, on nous amène, et qui demande au maire, bon, je vous en prie monsieur le maire, c'est monsieur Nicolas qui lui dit ça, un coiffeur de la Grande Rue, qui dit monsieur le maire, je vous en prie, mais intervenez, dites-leur que j'y suis pour rien. Et le maire lui répond, mon pauvre ami, je suis exactement dans la même situation que vous.